sont très nettes dans ma mémoire. J'arrive chez moi, j'entre, et mon mari me dit que des tours se sont effondrés à New York. Je lui ai répondu que ce genre de mauvaise blague était déplacé et que personne ne pouvait y croire. Il m'a conseillé d'allumer la télévision. Et là, j'ai vu. Moi, j'étais dans ma voiture. J'allais faire des courses au supermarché. J'ai entendu la nouvelle sur France Info. Ça m'a tellement bouleversée. J'ai dû m'arrêter sur le bas-côté de la route. Je n'avais plus de jambes. Moi, j'ai pleuré. Beaucoup. Je me suis dit que les enfants pouvaient être effrayés, comme les adultes. Je suis resté scotché 7 heures devant la télévision, hypnotisé. J'étais chez mes grands-parents. Comme toujours l'après-midi, la télé était allumée. Mon grand-père est resté silencieux et blême tout l'après-midi devant les images qui tournaient en boucle. Je suis restée près de lui. Moi, je suis passée complètement à côté de cet événement. Ce matin-là, mon père venait mourir, alors ma priorité, ce n'était pas les infos. J'étais dans une bulle ce jour-là, dans une bulle familiale, et le reste du monde pouvait bien s'écrouler. J'ai installé un drapeau américain à ma fenêtre. Ce mardi-là, j'étais comme tous les jours dans la salle des marchés de change de ma banque à Paris. Un collègue me dit soudain... T'as vu sur CNN? Un petit avion de tourisme s'est encastré dans le World Trade Center. Faut vraiment être bigueux. Rapidement, l'avion s'avère être un gros porteur. Et puis il y en a un deuxième. Dans notre dos, le patron des marchés financiers suit à grosses gouttes. Il faut vite réagir et vendre du dollar. Les réflexes économiques priment. C'était la guerre. Ça devait arriver. J'ai repensé aux Allemands quand ils ont envahi notre pays. Et je suis allée au supermarché pour acheter des vivres, pour remplir les placards, au cas où. J'étais enceinte. Je me suis demandé dans quel monde allait naître mon bébé. La vie m'a paru tellement fragile ce jour-là que dès le lendemain, je démissionnais de mon poste où je m'ennuyais terriblement. Et je décidais d'essayer d'accomplir mon rêve. Sur le moment, je n'ai pas réalisé la gravité de la situation. J'étais dans la salle des professeurs en pause entre deux cours. La radio était allumée. Avec deux autres collègues enseignants, nous nous sommes regardés. Comment allions-nous présenter ça à nos élèves? J'étais avec des amis chez moi. À un moment, je passe dans le salon, et là, je vois que Clément, c'est un de mes potes, regarde un film avec des tours en flammes. Alors je lui dis, oh, écoute Clément, enlève donc les conneries de la 6 et mets un truc intéressant. Et là, il me répond, mais c'est la 2. J'ai allumé une cigarette. J'avais arrêté de fumer depuis 10 ans. J'ai cru voir la fin du monde en direct. Les images passaient et repassaient tellement en boucle à la télévision que mes enfants ont cru que les dizaines d'avions s'étaient écrasés sur des dizaines de tours. J'ai fini par l'éteindre. J'ai vécu ça comme la mort de Diana. Un choc. J'étais chez Darty. Je passe devant le rayon de télévision. Toutes diffusent la même image. Le premier avion percutant la première terre. J'ai demandé à l'ami avec qui je me trouvais quel était ce film d'action dont je n'avais jamais entendu parler. En apprenant la nouvelle, j'ai ressenti une sorte d'excitation, presque de l'enthousiasme face à une accélération brutale de l'histoire. J'en avais presque honte. Moi, j'ai fermé les volets. Mohamed Atta est né en Égypte en 1968. Il est le fils d'un avocat du Caire. Il pilotait l'avion du vol 11 d'American Airlines qui a percuté la tour nord du World Trade Center. Arrivé en Allemagne en 1992, il a étudié l'urbanisme pendant 7 ans à l'université de Hambourg, où il a fondé une association d'étudiants musulmans. Il a probablement suivi une formation dans un camp d'entraînement afghan en 1999. Le jour même de l'attentat, on a retrouvé à l'aéroport de Boston un sac de voyage qui contenait son testament.
Je, sous-signé Atta, fils de Mohamed Al-Amir, désire faire part de mes dernières volontés. Je souhaite que ma famille et tous ceux qui liront ces lignes vivent dans la crainte de Dieu Tout-Puissant et qu'ils suivent son exemple. L'enterrement se déroulera dans le calme. Personne ne doit pleurer ni crier sur ma tombe, car ce sont des gestes insensés. Ceux qui veilleront mon corps se recueilleront et prieront pour que je rejoigne les anges. Aucune femme ne doit être autorisée à assister à mon enterrement, ni à se rendre sur ma tombe par la suite. Je serai inhumé aux côtés de bons musulmans, le visage tourné vers la Mecque. Pense à tes bagages, à tes vêtements, au couteau que tu caches. N'aie pas l'air troublé, sois au contraire fort et joyeux, le cœur ouvert et plein de confiance, car tu accomplis une œuvre qui plaît à Dieu. Les anges t'appellent. Marwan Al-Sheikh est né en 1978 aux Émirats Arabes Unis. Il pilotait l'avion du vol 175 d'United Airlines qui a percuté la tour sud du World Trade Center. Il est arrivé en Allemagne en 1996 grâce à une bourse accordée par l'armée des Émirats. Et lui aussi a probablement suivi une formation dans un camp d'entraînement afghan. Évidemment, on a tout su après l'enquête. On a beau être agent de sécurité chez United Airlines, on ne pouvait pas savoir. Il était environ 7 h du matin et on était dans le terminal C de l'aéroport de Boston. On faisait notre contrôle de routine. Et on n'a pas remarqué ce Marwan Al-Sheikh. C'était un jeune de 23 ans. Mais bon, c'était pas marqué sur son front qu'il était devenu un extrémiste pur et dur. On a su après qu'il était à la tête d'un groupe de 4 hommes qui suivaient discrètement dans le terminal de l'aéroport. Oui, mais il y en a quand même 2 d'entre eux, les frères Al-Gamdi, qui ont attiré notre attention. Bah oui, ils semblaient pas habitués à voyager et ils comprenaient difficilement ce qu'on leur demandait. Ils avaient l'air bizarres, ouais. On a hésité. Oui, c'est ça. On a hésité. Les conséquences d'un tel embarras auraient été de faire un contrôle un peu plus poussé et de passer leur bagage à main au détecteur d'explosifs. Mais bon, il y avait beaucoup de monde. Alors on les a laissés passer les portiques et ils sont montés dans leur avion. C'était un avion qui devait décoller un peu avant 8 h. Dès que tu montes dans l'avion, tu dois prier Dieu, car tu accomplis cette action pour lui, et celui qui prie Dieu remporte la victoire. Tu ne reviendras pas sur cette terre, et tu sèmeras la terreur dans le cœur des infidèles. Ziad Jarrah est né au Liban en 1975 dans une famille aisée. Il pilotait l'avion du vol 93 de la United Airlines qui s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie. Arrivé en Allemagne en 1996, il a étudié l'aéronautique à Hambourg. De 2000 à 2001, il a suivi une formation de pilote en Floride. C'est moi qui ai appris à piloter Ziad. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a paru timide, très doux, presque féminin et assez sympathique. Et drôle aussi. Il m'a dit qu'il voulait devenir pilote professionnel. Il était très crédible. Avant le 11 septembre, l'école faisait une petite enquête de routine sur chaque candidat. Bon, rien de très approfondi. Savoir si le candidat maîtrisait l'anglais, s'il avait les moyens de payer ses leçons, et s'il n'avait pas de casier judiciaire, évidemment. Pour les étrangers, c'est encore plus flou. Il suffisait de déposer 50 000 $ dans une ambassade et d'obtenir un visa américain. Rien ne m'est jamais apparu suspect chez Ziad. J'ai eu beaucoup de musulmans dans mon école et c'est vrai que beaucoup ont du mal à tolérer notre vie à l'Ouest, nos rapports avec les femmes, etc. Mais avec Ziad, absolument pas. Il était très dragueur même. Et il ne fréquentait aucun musulman. Il était toujours fourré avec des Suisses, des Allemands, des Anglais. Je suis très tolérant. Et j'avertis d'emblée mes élèves que la religion n'a rien à faire dans un cockpit. Et que s'il survient un problème en vol, Dieu ne leur sera d'aucune aide. C'était un élève modèle. Très sérieux pendant les leçons, très cool en dehors. J'organisais un barbecue chez moi le vendredi soir, et à chaque fois Ziad venait. Il buvait de la bière, dragouillait à droite à gauche et rigolait avec tout le monde. La mission de Ziad et de ses amis en Amérique est difficile. Il doit être capable de séjourner pendant plus d'1 an, pays ennemi. Il doit être prêt à lier connaissance avec l'ennemi, à faire la fête avec lui, et rester néanmoins capable de le tuer. Les 3 hommes se sont connus à Hambourg. Là-bas, ils sont devenus des musulmans intégristes et ils ont mûri le projet qui devait les impliquer dans un événement sans précédent dans l'histoire mondiale. Avant de se rendre aux États-Unis, les 3 hommes ont déclaré la perte de leur passeport pour en obtenir de nouveaux, neutres. Car ils ne se rendent pas vraiment aux États-Unis pour participer au rêve américain. En arrivant à destination, ils prennent contact avec Annie Anjour.
Rami Anjour est né en 1972 en Arabie Saoudite. Il pilotait l'avion du vol 77 d'American Airlines qui a percuté le Pentagone. C'est un Saoudien frêle qui a fait un premier séjour en Amérique en 1991. En 1996, il loue une chambre chez l'habitant. Jusqu'alors, j'avais toujours cru en la bonté humaine. Lorsque Rami a emménagé chez nous, je l'ai reçu le plus cordialement du monde. C'était un petit jeune homme de 23 ans, maigre, avec quelques poils clairsemés au menton. Son regard était fuyant, il rentrait constamment la tête dans les épaules. Il rêvait de devenir pilote de ligne. J'avais trouvé ça merveilleux. Nous avons 2 enfants. Notre fille aînée a quitté la maison pour ses études, et notre fils avait 8 ans à cette époque-là. Le matin, je l'accueillais avec un grand sourire et je lui servais son petit déjeuner. Lorsque je lui posais des questions pour faire la conversation, il baissait les yeux en rougissant. Je me disais que c'était peut-être parce que j'étais une femme et qu'en tant que musulman, il n'avait pas l'habitude de parler à la gente féminine. Aujourd'hui, je me demande s'il n'était pas déjà en contact avec ses compagnons de lutte. Et même si c'est absurde, on ne peut pas s'empêcher de se demander « Aurais-je pu faire quelque chose? Aurais-je dû remarquer quelque chose ?» Autrement dit, sommes-nous en partie responsables de ce qui est arrivé? Il passait beaucoup de temps enfermé dans sa chambre. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Le secouer? Le forcer à nous parler? Mais après tout, c'était notre hôte. Alors je me suis dit, laisse-le en paix et laissons-lui le temps de s'adapter. Mais ça n'a rien changé. Il jouait quand même avec notre fils. Il lui apprenait des mots en arabe. J'aurais aimé être comme un ami pour lui, mais je n'y suis jamais parvenu. Lors de la dernière soirée, chez nous, il a sorti un billet de $100 de sa poche. Il nous a dit que c'était pour notre fils, qu'on le lui donnerait plus tard s'il se souvenait encore de lui. Je lui ai dit qu'on n'oublierait jamais. Je ne savais pas encore à quel point j'avais raison. 15 mois avant l'attentat, les membres les plus importants sont donc déjà aux États-Unis. Ils étaient tous les 4 accompagnés de 13 combattants et de 2 logisticiens âgés de 20 à 28 ans. La mission qu'ils doivent accomplir au cours des mois à venir s'énonce tout simplement « Apprendre à piloter un avion ». Le 11 septembre 2001, à Boston, Washington et New York, 4 avions s'apprêtent donc à décoller en direction de la côte ouest au même moment. Dans leur cabine, 19 hommes répartis en 4 groupes ne sont pas des passagers comme les autres. Depuis 1 mois, ils travaillent au même complot, une machine de mort montée comme une horlogerie. Tout a été prévu, quasiment chorégraphié. Dans chaque avion, il y a un pilote et des attaquants qui doivent prendre par la force le contrôle du poste de pilotage et maîtriser les passagers. Les 4 groupes ont choisi des lignes intérieures devant effectuer le survol des États-Unis. Les avions sont chargés de 40 000 litres de fioul au décollage. Sur l'échelle de sécurité de l'administration de l'aviation civile, les aéroports où ils viennent d'embarquer sont considérés à haut risque. Pourtant, les précautions n'ont pas été renforcées. Aucun des 19 hommes n'a été retenu au moment de l'embarquement. Ils ont réussi la première partie de leur plan. Ils sont à bord des avions. Persuadés d'être des envoyés d'Allah et d'accomplir une mission divine, ils vont suivre à la lettre le scénario qu'ils ont préparé dans le seul but d'assassiner le maximum d'êtres humains. Il est 8 heures lorsque Chuck descend du métro. La station débouche directement dans l'immense centre commercial du World Trade Center.
Ce centre commercial est une ville à part entière. Oui, 32 000 mètres carrés de commerce en sous-sol. Les petits commerces de services, les marchands de soupe, de journaux, de pretzels et de bagels, si typique de New York. Tout est harmonieux, tout est beau. Comment imaginer qu'à peu près à cet instant, un avion décolle de Boston, qu'il va à jamais détruire la vie de milliers d'individus et arracher Chuck pour toujours à l'innocence. Chuck arrive dans son bureau du 47e étage. Il allume son ordinateur portable et consulte ses emails. Chuck est responsable de l'informatique chez la Batterie. Depuis peu, il met au point un programme de sauvegarde des données. Si par exemple un avion venait à percuter la tour, A-t-il dit à son chef qu'on ajouta aussitôt? mais les risques de ce genre d'accident sont quasi nuls. Chuck jette un coup d'œil vers l'Hudson en contrebas. Dans le lointain, au-dessus du pont de George Washington, il aperçoit un point minuscule. Un avion. Il le remarque car c'est la première fois qu'il en voit à cet endroit. Il vole bas, probablement est-il sur le point d'atterrir à l'aéroport de New York. Chuck se retourne vers l'écran de son ordinateur. Dans cette ville bruyante, au 47e étage du World Trade Center, la magie, c'était avant tout le silence. Soudain, il entend le vrombissement strident des réacteurs d'un appareil qui s'approche à toute allure. Il entend dans son dos un grondement sourd, mêlé à un bruit de succion d'une intensité insupportable, comme si deux trains à grande vitesse se croisaient. Il ne comprend pas. Il relève la tête de son ordinateur et à peine a-t-il le temps de regarder par les fenêtres, un impact d'une violence inouïe ébranle le bâtiment. 1 seconde. 2 secondes. L'onde de choc descend des étages supérieurs. La tour oscille très violemment. Un tableau se renverse. Une statue en marbre vacille. Son fauteuil avance et recule sur ses roulettes. Chuck sait qu'un immeuble doit être flexible. Par temps d'ouragan, son étage peut osciller d'environ 5 mètres dans toutes les directions, mais dans le cas présent, c'est une oscillation très forte. Il est 8h46. Un avion d'American Airlines s'est écrasé sur la tour nord du World Trade Center à une vitesse de 700 km/h. L'avion s'est enfoncé au centre de la tour, les ailes presque à l'horizontale. Une boule de feu se forme sur les faces est et ouest de la tour, ainsi que dans la brèche de la face nord. Des débris jaillissent de la face sud, qui est en grande partie détruite. 3 secondes. Derrière les fenêtres, un déluge de morceaux d'avion, de poutrelles d'aluminium, de verre, de débris, de kérosène, de feu. Des corps peut-être, dégringolent sous les yeux médusés des employés. Dans ce bureau, ils sont tous choqués. La stupeur se lit sur le visage de Suzanne. Qu'est-ce que c'est? C'est un tremblement de terre. 20 secondes après l'impact, le roulis continue. Le bâtiment tangue encore si fort que Chuck doit tenir Suzanne par les épaules pour éviter qu'elle ne tombe. Il se demande si les fenêtres ne vont pas exploser. Ne vous inquiétez pas, c'est sûrement un avion qui a percuté la tour. Il ne mesure pas l'absurdité de sa remarque. Mais au fond de moi, je me dis que c'est sûrement une erreur de pilotage, qu'un imbécile a explosé son appareil contre le bâtiment. Bon, pas de quoi paniquer, nous sommes sains et saufs. Mais nous allons perdre plusieurs jours de travail. C'est ennuyeux. Peu à peu, le roulis s'estompe. Un immense silence lui fait place. Tous se regardent, stupéfaits. Chuck ouvre la porte d'entrée pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Déjà, le couloir est enfumé, infesté d'une persistante odeur âcre de kérosène. Il aperçoit une voisine de bureau, une rescapée de l'attentat de 1993 qui s'enfuit en courant. D'habitude, si calme, elle jure, elle est paniquée. Elle a déjà vécu l'horreur 8 ans plus tôt. Mais Chuck ne veut pas partir. Il veut faire des sauvegardes informatiques. On ne sait jamais. Toute l'activité de l'entreprise repose sur des banques de données que l'on met à disposition de nos clients. Il prend son temps, convaincu que cela n'est pas si grave puisque son bureau est quasiment intact. Il ferme tout. Il se dit qu'après un choc pareil, le bâtiment sera fermé pendant au moins 15 jours ou 3 semaines. Ce Boeing 777 était ravitaillé en kérosène pour un vol transcontinental de Boston à Los Angeles. Au moment de l'impact, il contenait encore 34 000 litres, stockés principalement dans les réservoirs des ailes. Les étages touchés par l'avion abritaient les bureaux de la société de services financiers Fitzgerald. Et des 700 employés présents à 8h46 dans les bureaux de la Tour Nord, pas un n'a survécu. Un tiers de l'entreprise est anéanti lorsque l'avion percute la tour. Allô? Allô? Oui, notre avion a été détourné. On nous a ordonné de regrouper les passagers à l'arrière de l'avion. Peux-tu alerter American Airlines?
Je sais pas. Je crois que nous sommes détournés. Où vous trouvez-vous, madame? Nous venons juste de quitter Boston. Nous sommes en l'air. Nous devons aller à Los Angeles. Où êtes-vous assise? Et sur mon strapontin, au niveau 3R. Ah, vous êtes l'hôtesse. Excusez-moi. Quel est votre nom? Je m'appelle Betty Young. Je suis numéro 3 sur le vol 11. Attendez, quelqu'un revient de la classe d'affaires. Notre numéro 1 a été poignardé. Notre chef steward a été poignardé. Restez calme. Notre numéro 5 aussi. Je suis en ligne avec la sécurité. Betty, vous faites un travail formidable, mais restez calme. Est-ce que vous avez des renseignements sur ces types, ceux qui sont dans le cockpit? Est-ce qu'ils venaient de première classe? Oui, certain. L'avion tangue. Nous commençons à descendre. Quelque chose ne va pas. Nous volons très bas. Très très bas. Oh mon Dieu. Nous sommes trop bas. Entre les buildings. Que se passe-t-il, Betty? Betty, est-ce que vous êtes là? Écoute, je suis à bord de l'avion là. Il a été détourné. Si les choses tournent mal, et ça n'a pas l'air d'aller très bien, je veux que tu saches que je t'aime. Et je souhaite que ton bonheur. T'entends, hein? Et c'est la même chose pour mes parents. Et pour nos amis. Je leur dis, je vous aime tous. Tous. Papa, ça se gâte. Une hôtesse a été poignardée. On dirait qu'ils ont des couteaux. Ça va très mal dans l'avion. Des passagers sont malades. L'avion fait des mouvements saccadés. Je crois que nous descendons. Oh, ne t'inquiète pas, papa. Si ça se produit, ça va se passer très vite. Virginia, elle, se trouve dans un ascenseur au niveau du 78e étage. C'est une femme de 49 ans énervée. Ce jour-là, je suis arrivée un petit peu plus tard que d'habitude, à cause du beau temps. J'ai profité du soleil matinal en buvant un café sur le parvis. L'ascenseur dans lequel elle monte part avec un léger retard, parce qu'un homme s'est précipité au dernier moment. Les portes s'ouvrent pour lui laisser le passage, et alors qu'elle commence à se refermer, la tour penche brusquement sur le côté. La lumière s'est éteinte dans la cabine et les portes se sont bloquées. Du plafond pendent des câbles qui s'agitent violemment en crachant des étincelles. Les occupants hurlent. À travers l'ouverture de la porte, Virginia voit une lumière bleue irisée, celle du kérosène en combustion qui goutte dans la cage d'ascenseur. Virginia réfléchit quelques secondes avant de sortir, les mains sur le visage. Elle sent les gouttes de kérosène tomber sur ses épaules. Sa chevelure et sa chemise prennent feu. Elle éteint les flammes dans ses cheveux avec ses mains et se roule sur le sol pour étouffer celle qui court le long de ses vêtements. Puis elle rampe vers le mur et s'assoit. Je me rends compte alors que mes mains et mes bras sont couverts de brûlures. Elle sait que son visage et son dos sont également touchés. Elle ne ressent pourtant aucune douleur. Elle est seule dans le couloir. Elle prie. Soudain, elle aperçoit un collègue qui traverse le couloir. Virginia? Je crois que je suis un peu brûlée. Il y a deux possibilités, Virginia. Soit nous attendons ici que quelqu'un vienne à notre secours, soit nous descendons. Si tu t'en sens capable. Mais elle sait que personne ne viendra les chercher au 78e étage. Allons-y. Elle remarque que des lambeaux de peau se détachent de ses bras. Elle ne supporte plus le moindre contact. L'ascenseur dans lequel elle était montée a disparu. Il n'y avait plus qu'un immense trou noir. Des 4 personnes restées à l'intérieur, aucune n'a survécu. Ils descendent lentement. Les gens s'écartent pour la laisser passer. Une femme pousse un cri à la vue de son visage. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Lorsque Chuck parvient enfin sur la place du World Trade Center, la première chose qu'il remarque, ce sont les cadavres. Il y a peut-être 20, 30 ou 40 morts. Il voit un homme dont la tête est séparée du corps. Il voit une jambe qui brûle. Tous portent une même large ceinture noire. Il lui faut un moment pour comprendre qu'il s'agit des passagers d'un avion. Il voit ce qu'il n'aurait jamais cru possible de voir en ce monde. Il pleure. Il part vers l'ouest en courant. Il pleure encore lorsqu'il arrive au port. C'est alors qu'il téléphone d'abord à son frère. La ligne ne fonctionne plus.
Il appelle son père et sa famille pour leur dire qu'il va bien. Puis il continue vers le nord avec les autres. Chuck implore le ciel, rempli de poussière et de fumée. Quelques semaines plus tard, les premiers corps découverts dans les décombres sont identifiés à l'aide de tests ADN. Jimmy, son frère, qui avait passé son enfance à l'ombre des tours du World Trade Center, est l'un d'entre eux. Pour Igor, les jours, les mois, les années, et même sa vie entière se divisent en surfaces. Des surfaces de verre. Igor travaille depuis 10 ans comme laveur de carreaux au World Trade Center. Il est polonais, il a 42 ans. Il y a des matins, j'embrassais même plus mes gamins qui dormaient encore, avant de partir au travail vers 5h30. Ma maison est à 3 rues de l'autoroute fédérale 78. Quand je suis dans la salle de bain et que je me rase, j'entends le grondement des voitures. Je fais le trajet à pied de mon quartier jusqu'à la gare, et là je prends le train pour Manhattan. Il a plu cette nuit, mais depuis que je travaille à l'intérieur de la tour sud du World Trade Center, la météo c'est plus un problème. Je suis un des 35 laveurs de carreaux de mon entreprise. Igor commence son travail à 7 heures. Il a une liste de bureaux dont il doit nettoyer les portes en verre et l'intérieur des baies vitrées. Il est 8h46. Au 77e étage, Igor nettoie la porte vitrée de la société japonaise Daiichi Kangyo et il entend un bruit violent à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, une annonce est faite par les haut-parleurs indiquant l'accident de la tour nord. On nous a demandé d'évacuer le bâtiment. Puis rapidement, une autre annonce nous dit que finalement, il n'y a que la tour numéro 1 qui a été touchée, et qu'on peut regagner les bureaux. Alors bon, je me remets au boulot. Dans l'incertitude sur ce qu'il y avait de mieux à faire, certains partirent, d'autres restèrent. Peu avant 9h, le vol 175 United Airlines descend vers Manhattan. Le monde défile sous le ventre du Boeing, dont le nez s'abaisse progressivement. Puis l'avion fonce vers la tour sud du World Trade Center. Tandis qu'il regarde par la fenêtre la baie d'Hudson, le port de New York et la Statue de la Liberté, soudain la vue s'obstrue. Et Igor ne distingue plus que d'énormes lettres rouges, un U et un A, ainsi que le corps gris d'un avion qui fonce droit sur lui. À ce moment-là, c'était comme si tout tournait au ralenti. À 9h03, l'avion s'enfonce dans la tour à hauteur du 80e étage qu'il traverse de part en part. Igor comprend. Igor reste calme. Igor cherche à fuir, mais tout s'effondre autour de lui. Il se retrouve bloqué, avec son seau à la main. Son vieux seau en métal qu'aucun des autres laveurs de vitres ne trouvait présentable. Ils avaient tous des seaux tout neufs, en plastique. Igor attaque alors une paroi en plaque-au-plâtre. Avec l'arête métallique du seau, il a pu percer un trou et partir. Il rejoint un escalier et lentement il descend parmi la foule. Mais au 21e étage, mon seau est tombé de mes mains. Je sais pas si ma boîte va m'en commander un autre. À 9h53, il arrive dehors. Pas un oiseau en vue. À 9h58, la tour sud s'écroule. En 15 secondes, l'ensemble de la tour est au sol. Les gens qui étaient dans cette tour ont eu moins de temps pour faire leur choix. Dernière à être frappée, elle a été la première à s'effondrer. À 10h06, le ciel se vide au-dessus de l'Amérique. Le trafic aérien est interrompu. Le pays en état de choc. Allô? Je suis au 82e étage. Par les fenêtres, je viens de voir l'autre tour s'effondrer. Je sais que je sortirai pas de là. Je vois des gens qui sautent par les fenêtres. Je vais faire pareil. Quitte à en finir, il vaut mieux que ça se passe vite. Je préfère une chute vertigineuse que de devoir tirer dans cette pièce enfumée, là. Raccroche pas. Reste avec moi jusqu'au bout. Je vais être avec toi quand je vais m'envoler. Mais s'il te plaît, reste avec moi jusqu'à la fin. Je t'aime. Maman, ça va aller. S'il te plaît, dis-moi que tu es en dessous. Non, je suis au-dessus, mais je suis tout en haut. On est environ 70 dans une seule pièce. Ils ont fermé les portes pour essayer de maintenir la fumée à l'extérieur. On attend les secours. Je suis au restaurant le Windows. Il y a beaucoup de monde ici au 106e étage. C'est très enfumé. On a besoin de directives le plus vite possible pour savoir où diriger nos invités et nos employés. On va faire de notre mieux. On va vous sortir
sortir de là. Est-ce que les escaliers sont bloqués? Ils sont pleins de fumée. Les téléphones d'urgence ne fonctionnent plus. Oui, je sais, toutes les lignes ont sauté, mais les pompiers arrivent. Mais ça empire. Vous pouvez au moins nous diriger vers un endroit de musique, je sais pas moi, un secteur de l'immeuble où il y aurait moins de fumée. Il faut que l'on trouve d'où provient le plus gros de la fumée, pour vous guider. Rappelez dans 2 minutes. Moi, c'est dans cette tour à New York. Il y a eu une explosion. Je sais pas si c'est un avion. Il y a de la fumée partout. Je sens la chaleur des flammes jusque sur mon visage. On jette les ordinateurs par les fenêtres pour avoir de l'air. Il faut que tu saches que tu étais tout ce que j'avais au monde. J'avais réservé un voyage en Italie pour nous deux, pour te faire une surprise pour ton 40e anniversaire. On a réussi à monter jusqu'au toit. Mais toutes les trappes sont fermées. Faut que tu appelles les secours. Que tu leur dises qu'on est enfermé. Mon amour, il va falloir me répondre. Je ne te laisse pas le choix. Tu n'as pas terminé ton café ce matin. Tu étais encore en retard. Tu veux toujours rester au lit près de moi le plus longtemps possible. Alors évidemment, après, c'est la course pour attraper le métro. J'ai eu droit à un petit baiser dans le cou. Celui qui me donne des frissons. Et puis j'ai entendu claquer la porte doucement, comme tous les matins. Tu te souviens le jour où tu m'as emmené au pied des tours pour m'annoncer que tu venais de signer pour un nouvel emploi au 85e étage? Tu étais fière, et moi aussi. Tu allais travailler dans les nuages. Dans un bureau en verre, plein de lumière. J'ai crié ton nom en voyant la première tour s'effondrer. C'est idiot. Tu ne peux pas être dedans. Tu es forcément à l'extérieur, parti pour un rendez-vous dans un autre quartier. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? C'est pas normal, ça. D'habitude, on s'appelle au moins 2 fois par jour, même pour ne rien dire, juste pour sentir qu'on s'aime. Je veux récupérer la vie qu'on avait avant. Tout de Je ne suite. laisse pas le choix au destin. C'est moi qui ordonne. Je veux récupérer la vie qu'on avait avant. Et puis d'abord, le week-end prochain, on a une fête de famille. Tu sais que c'est important pour moi qu'on y soit tous les deux. Je veux ton regard. Je veux ton souffle. Je veux ton odeur. Je veux toucher le bras de ta peau. Je veux entendre tes rires. Je veux te voir marcher, dormir, manger, courir. Toi, tu n'as pas sauté dans le vide, non. Ça n'a jamais été ton truc, les sports extrêmes. Ce n'est pas toi qui as sauté comme tant d'autres pour fuir l'enfer. Toi, tu es vivant. Tu n'es pas du genre à mourir. Tu es fait pour vieillir. Et c'est qui d'abord? Al-Qaïda, hein? Qu'est-ce qu'on lui a fait, toi et moi, à Al-Qaïda? Pourquoi il t'en voudrait à toi? Il paraît que c'est la guerre. Mais non, normalement la guerre, c'est loin. C'est à la télévision ou dans les films, et ça ne peut pas être chez nous. Et puis toi, t'es pas un soldat. Tu n'as aucune raison de mourir. Tu n'as pas un métier à risque. Alors prends ton téléphone et appelle-moi maintenant, sinon je crois que je vais devenir folle. Et puis si tu es dans les gravats, eh bien crie fort pour qu'on te retrouve. On va bien finir par t'entendre. Je veux ton regard. Je veux ton souffle. Je veux ton
Dans la tour nord, les douleurs de brûlure de Virginia se font insupportables. Alors elle compte les étages dans sa tête. Tous croisent des pompiers qui montent avec chacun plus de 30 kilos de matériel sur le dos. On les laisse passer, on les encourage et certains les applaudissent. Virginia et son collègue arrivent au 2e étage. Ils croisent des policiers qui leur demandent de continuer. Ils prennent la 2e sortie qui débouche sur la galerie marchande. Encore quelques marches, et au bout du couloir, la rue. Je croyais retrouver le ciel bleu et la lumière, mais je n'ai vu que du gris. Elle ne savait pas que la tour sud s'était effondrée 25 minutes auparavant. Virginia est conduite vers Church Street, c'est la ligne des ambulances. Soudain, elle entend un grondement derrière elle. Elle se retourne et voit la tour nord, 110 étages au total, un demi-kilomètre de haut, s'effondrer dans sa direction. Des gens hurlent. Un nuage noir arrive vers elle. Elle renonce à lutter. Elle a tenu pendant 1 heure, Mais maintenant c'est terminé. Cela n'a aucun sens de fuir. Le colosse noir va l'ensevelir. Georges l'attrape et l'entraîne dans une bouche de métro. Le colosse est à leur trousse. il descend plus bas comme dans leur propre tombe. Dieu soit loué, son mari a une session de formation, pense-t-elle. Il faut que je l'appelle, sinon il va croire que je suis morte. Le téléphone ne fonctionne pas. Il règne un silence de mort. Ils attendent de longues minutes. Puis il décide de sortir, couvert de poussière. Il ne distingue plus que le contour des rues, à la recherche d'un havre de paix dans cet enfer. Je me suis demandé pourquoi la fin du monde était arrivée précisément en ce mardi ensoleillé de septembre. Près de 2 heures s'écoulèrent entre la première frappe et l'affaissement de la dernière des 2 tours. Les décisions personnelles prises au cours de ces minutes fatidiques auront fait la différence entre la vie et la mort. Ce matin par un lâche sur son visage. Et la liberté sera défendue. Je veux rassurer le peuple américain. Qu'on ne s'y trompe pas. Les États-Unis vont traquer et châtier ceux qui sont responsables de ces actions méprisables. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité des fonctions de notre gouvernement. Notre grande nation est mise à l'épreuve, mais nous montrerons notre force au monde. Il est vital de continuer à consommer, de continuer à acheter pour prémunir l'économie contre la menace d'un effondrement. Sur les armes, l'armée des États-Unis va commencer des frappes. Le nom de l'opération militaire est... Liberté immuable. Nous sommes soutenus par la volonté collective du monde entier. Les talibans peuvent s'attendre à payer le prix. La bataille est maintenant engagée. Nous ne fléchirons pas. Nous ne déraillerons pas et nous n'échouerons pas. La paix et la liberté l'emporteront. Nous sommes une nation pacifique. Que Dieu nous bénisse. Incontestablement, l'évacuation de milliers de personnes s'est passée au mieux. Au milieu de ce carnage, il y a eu du calme comme de la confusion et beaucoup d'indécision. En direct de Manhattan pour Fox News, je me trouve aux côtés d'une survivante de l'attentat. Une réaction? Ouais, je préfère pas vous dire ce que j'ai envie de faire au type qui a organisé cet attentat. Chaque bombe qui va tomber sur leur pays a ma bénédiction. Je me trouve à quelques rues de ce qu'on appelle maintenant Ground Zero, et la fumée est encore très présente dans tout le sud de Manhattan. Ici, Pamela Carter pour CNN. C'est toujours la confusion dans les rues de New York. Certains pensent encore que c'est un accident et non un attentat. On ne peut pas se préparer à des gestes de cette ampleur, nous a affirmé le chef des pompiers de Manhattan. De nombreuses personnes sont à la recherche de leurs proches aux alentours du quartier. Madame, vous êtes en direct sur Bloomberg TV. Je recherche mon fils. Il est sûrement sous les décombres. Il est au 79e étage. Il faut le sauver.
Les pompiers de New York auront perdu beaucoup de leurs camarades dans cet attentat. On parle de plusieurs centaines de victimes parmi eux, mais comment connaître exactement le nombre dans cet indescriptible amas de poussière, de béton et de métal? Ici, c'est l'incompréhension. Les tours avaient été conçues pour résister à presque tout, des vents violents et continus, des ouragans, des collisions avec des avions ou des attentats à la bombe. Alors que c'est tout passé ce matin, pourquoi les tours sont déchirées? Autant de questions sans réponse auxquelles les enquêteurs devront devoir répondre. Ici, c'est l'incompréhension. Les tours avaient été New York est dans un film d'explosion. On assiste à des scènes de panique, alors que tous les films de Manhattan suivis de ses habitants. Dès le 13 septembre, le trafic aérien est de nouveau autorisé. Les marchés financiers rouvrent. The show must go on. Le président annonce le début de la guerre contre la terreur, jusqu'à ce que tous les groupes terroristes de portée mondiale n'aient été trouvés, arrêtés et vaincus. Et après, on vient répondre. Et pour les survivants, les familles des victimes, c'est quoi après? On est KO. On ne dort plus. On a des crises d'angoisse. On pleure. On veut se réveiller. On va aux enterrements qui continuent à mesure que les corps sont retrouvés. On renonce à l'innocence. On est en colère. Comme Karen, qui a tout perdu. Son bureau et ses collègues. La tension et la terreur se concentrent entre ses mâchoires, et la nuit, ses dents broient douloureusement l'angoisse qui l'étreint. Mais elle n'a pas le choix. Aux États-Unis, tout doit repartir, vite. Sinon, on n'existe plus. Alors, elle reprend un semblant de vie sociale et ses voyages d'affaires à travers le pays. J'ai atterri ce matin. J'ai su ce qui t'est arrivé.
L'essentiel, c'est que tu puisses reprendre l'avion sans appréhension. Et puis après tout, ça reste le moyen de locomotion le plus sûr. C'est pas trop dur, Marquise. Tu as perdu beaucoup de collègues? Attends, t'as vu des gens sauter par les fenêtres? C'est dingue! Moi, j'aurais pas pu. T'as vraiment eu de la chance. Tu dois être heureuse d'être vivante. Ben, il faut tourner la page maintenant. On a tous été choqués, hein. Même ici, en Californie. Mais dis-moi, il y a combien de morts déjà? Mais j'espère qu'ils vont vite attraper ceux qui ont fait ça. Appelle-moi si ça va pas. Mais appelle-moi hein, si ça va pas. Mais bien sûr. Moi, je pourrais appeler à l'aide toutes les heures, toutes les minutes, tellement ça va pas. Je ne cesse de voir médecin après médecin pour calmer mon hypocondrie notoire. De drôles de symptômes apparaissent, et c'est alors un défilé de radio, de prise de sang, de scanner, d'IRM, de biopsie. Un cancer? Même pas. Après plusieurs mois d'investigation, un médecin m'annonce finalement ses conclusions. Voilà. On me dit qu'avec le temps, peut-être que ça passera. Mais je suis en colère. J'ai perdu trop d'amis et de collègues. Oh, j'en veux beaucoup à l'inventeur du parachute de bureau, de n'en avoir eu l'idée qu'après la tragédie. Ah, c'était pourtant pas une création compliquée, hein. Il t'aurait pas pu y penser avant, pauvre connard. J'aurais aimé voir des centaines d'hommes et de femmes se jeter dans le vide avec leurs sacs sur le dos et leurs parachutes s'ouvrir au-dessus du World Trade Center Plaza. J'aurais aimé les voir planer dans le ciel bleu, narguer les terroristes, poser le pied sur le béton et tomber en pleurs dans les bras des pompiers. Pareil pour les architectes, qui ont décrété que les immeubles n'auraient plus d'escalier extérieur. Tous les buildings de New York en ont, sauf ceux qui ont trop d'étages, c'est-à-dire ceux-là même qui en auraient le plus besoin. Et la sécurité dans les avions, pourquoi n'a-t-elle pas évolué? Le personnel de sécurité continue d'observer d'un œil distrait les bagages au rayon X. Parfois on les fouille, mais au pifomètre. Pourquoi de jeunes Saoudiens diplômés, occidentalisés, portant des complets vestons, buvant du vin, mangeant chez Pizza Hut, regardant la télé et allant même parfois dans des sex shops, ont été capables d'égorger des hôtesses de l'air avec des cutters et de prendre les commandes de Cap Boeing pour les foutre en l'air dans des immeubles. Pourquoi n'y a-t-il pas de vigile dans chaque avion? Il y en a bien à l'entrée des discothèques. Les boîtes de nuit seraient-elles plus dangereuses que les avions? Pourquoi n'a-t-on pas lancé des échelles de corde des hélicoptères pour sauver ceux qui étaient bloqués dans les derniers étages? En vérité, personne ne pensait que les tours pouvaient s'écrouler. J'essaie de rester calme. Mais vu la suite des événements, je vois pas comment je vais réussir à retrouver un peu de sérénité. Dès le 7 octobre, les premiers missiles touchent l'Afghanistan. Les troupes aériennes bombardent les camps d'entraînement des talibans. Aussitôt, une vidéo de Ben Laden est diffusée sur Al Jazeera. Il appelle les musulmans du monde entier au djihad contre les États-Unis. Le 13 novembre, l'Alliance Atlantique prend le contrôle de Kaboul et le régime des talibans est renversé. Tout est bien qui finit bien. Les méchants ont perdu, les gentils ont gagné. Un mois après, sur une vidéo, Oussama Ben Laden se réjouit du nombre important de victimes dans les attentats du 11 septembre. Et il en annonce de nouveau.
boîtes, des cartons, du matériel. Ben, ils s'installent. Et puis souvent, ils parlent tout bas entre eux. Eh, c'est plutôt bien, ils sont moins bruyants que ceux du dessus. Oh, j'ai envie d'appeler la police. Quoi? J'ai des doutes. Ils doivent préparer quelque chose. T'as pas ouvert le courrier? Ah si, ce matin. T'as mis des gants au moins? Oh, arrête avec ça. Il y a encore eu un nouveau cas aujourd'hui. Ah mais tu me saoules avec l'anthrax. Mais il y a eu plusieurs morts à New York. Des gens qui ouvrent simplement du courrier et qui se retrouvent contaminés par les spores. Ouais, bah tu lis trop la presse. Oui, bah demain je vais acheter des masques. Mais pas la peine, il y a retour de stock. Comment tu le sais? Bah. Eh ben j'ai essayé d'en acheter hier. Ah! Tu vois? Toi aussi t'as peur. Et c'est sûrement Al-Qaïda qui envoie des courriers empoisonnés. Et tu vas voir, ils vont finir par contaminer l'eau courante. Oh mais écoute, on a fait des stocks de minérales et de vivres. On a des antibiotiques et des pastilles d'iode avec des consignes en cas d'attaque nucléaire. Bon, et puis bah des masques qu'on va en commander. Ça devrait suffire, non? Nous sommes en guerre. Tu vois, moi, j'arrive pas à croire que tout s'est passé comme on nous le dit. Ah. Une telle synchronisation, un tel effet de surprise, au nez et à la barre des services secrets. C'est crédible pour toi? Bon. Pas pour moi. J'ai l'impression que les médias nous mentent. Ou bien qu'ils sont manipulés par le pouvoir. Mais non. Mais si! J'ai trouvé pas mal de trucs sur le net. Bon, bien sûr, il y a des conneries. Mais il y a aussi des sites qui expliquent des choses troublantes. Et quoi, par exemple? Ben, que c'est un missile, et non un avion de ligne, qui s'est abattu sur le Pentagone. Carrément. Ouais, et que c'est le lobby de l'armement américain qui a lancé des avions sur le World Trade Center pour déclencher une nouvelle guerre et donc vendre des armes. Oh, mais non. Je pense même que ce sont des explosifs installés au préalable dans les tours qui les ont fait s'écrouler. Tu m'inquiètes. De toute façon, tout était écrit et annoncé par Nostradamus. Quand on y pense, Bush et Ben Laden, ils ont beaucoup de points communs. C'est sûr, ils sont tous les deux issus d'une famille riche et influente. Donc il n'y a pas que ça. Ils font tous les deux des affaires avec l'Arabie Saoudite. Ah oui. Et ils sont partisans du créationnisme. Ils aiment tout casser. Ils ont des armes de feu à la maison. Ils ne boivent pas. Ou plutôt, ils ne boivent plus. Ils n'admettent jamais leurs erreurs. Ils sont contre le mariage gay. Ils ont des défauts d'élocution. Ils sont contre l'avortement. Ils passent leur temps dans le désert, chacun le leur. Et ils pensent que Dieu est avec eux. Et chacun veut la mort de l'autre. Ça en fait beaucoup des points communs entre Bush et Ben Laden, non? Oui, beaucoup. C'est fou ça. On donne toujours l'impression qu'on compte plus qu'eux. Mais eux qui? Bah, ceux des pays du Sud, les pauvres. Quand je pense qu'on les appelait encore il n'y a pas si longtemps le tiers-monde. Ben, c'est vrai, nos pays sont parfois arrogants, tu as raison. On leur a tout pris. Leurs œuvres d'art, leurs richesses, leur pétrole. On les a colonisés pendant des siècles. On les a parfois réduits en esclavage. On a tué chez eux. Et puis on leur a imposé notre culture, nos produits, nos marques et nos films. Puis tu as remarqué, il y a toujours une inégalité dans l'information, qui fait qu'un mort du Nord, un mort riche, fait beaucoup plus de communication que des centaines d'autres au Sud. Eh oui. Et maintenant que ces millions d'habitants des pays du Sud sont équipés en parabole, ben ils ont accès à l'information et ils voient ce déséquilibre criant. Ben, le résultat, c'est que ça peut en agacer certains. Ouais. Du coup, tu crois qu'on doit se sentir un peu responsable, nous les États-Unis, nous les Occidentaux, de ce qui nous est arrivé? L'émotion du 11 septembre a quand même été très bien orchestrée par les médias américains. Ils sont forts, hein? Quand je pense qu'ils sont prêts à mentir pour passer pour les gentils. Même nos journaux, ici en Europe, titrent « Nous sommes tous américains ». Tu sais, avec le recul, bien sûr que je suis triste de tous ces morts à New York. Hein. On ne peut que compatir. Mais pour moi, cette tragédie sera à jamais liée à l'arrogance des États-Unis, un pays qui se considère comme le maître du monde. Du coup, on peut se dire qu'ils ont presque récolté ce qu'ils ont semé, non? Non. Non. Peut-être. C'est compliqué. Et la mamie sur l'Irak et son pétrole, c'est un peu gros, ça, non? Non. Peut-être. C'est compliqué. Ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est à cause du fanatisme religieux. C'est tout. Voilà, c'est ça. Ben non. Peut-être. C'est compliqué. Bon, allez,
Faut tourner la page du 11 septembre. C'est terminé. Ça n'est jamais terminé. Le 12 octobre 2002, un attentat à Bali dans une discothèque fait plus de 200 victimes. Le 5 février 2003, Colin Powell affirme: Il ne fait aucun doute que Saddam Hussein possède des armes biologiques. Alors le 20 mars 2003, les États-Unis et la Grande-Bretagne lancent l'opération Liberté irakienne. Puis c'est à Casablanca que plusieurs attentats simultanés font 33 morts le 16 mai 2003. 4 explosions à la voiture piégée font 63 morts à Istanbul en novembre. 191 morts dans la gare de Madrid le 11 mars 2004. 2 attentats dans un bus et dans le métro de Londres font 52 victimes le 7 juillet 2005. Et 69 de plus à Sharm el-Sheikh en Égypte 3 semaines plus tard. Suivi d'un triple attentat dans des hôtels en Jordanie en novembre 2005. 17 employés de l'ONU meurent dans une explosion à Alger le 11 décembre 2007. Le 28 avril 2011, l'attentat de la place Jamal Fna à Marrakech fait 17 victimes. Mars 2012, l'islamiste Mohamed Merah tue 7 personnes à Toulouse. Etc. 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 Le 7 janvier 2015, 2 islamistes assassinent 12 personnes à Paris au nom d'Al-Qaïda. Puis c'est le musée du Bardo de Tunis qui est pris pour cible. Le 18 mars 2015, 22 victimes. Le 28 août 2016, c'est à Berlin que des extrémistes du mouvement islamophobe Pegida font exploser une bombe dans une mosquée, faisant 84 morts. Le 8 février 2018, des terroristes israéliens détruisent une école palestinienne à Gaza, tuant 67 personnes, dont 55 enfants. Le 25 décembre 2019, c'est à Rome que tué 37 personnes dans l'explosion de l'ambassade des États-Unis. Le 11 septembre 2021, un avion s'écrase sur le Rockefeller Center à New York, faisant 845 morts. Ceux de l'atelier remercient la municipalité d'Arnage, l'équipe de l'éolienne, à la régie son et lumière, Pascal Monod. À la bande son, Julien Leguet.
septembre, c'est terminé. On a un autre groupe de ceux de l'atelier qui joue à la Milesse du 14 au 16 avril. Ça s'appelle Éducation, un sujet important mais un peu plus rigolo, on va dire. Donc je vous invite à aller les voir, c'est très bien aussi. Voilà, on se retrouve dans quelques minutes autour d'un verre qui vous est offert au bar. Merci, bonne soirée.